Que vous parlez d'Israéliens, regardez, vous êtes un expert des liaisons dans l'émission, puisque vous parlez d'agents israéliens. Edouard Kukirman est avec nous, ancien officier israélien, ancien porte-parole de l'armée israélienne. Bonsoir, Edouard Kukirman. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, regardez cette image faite pour être impressionnante. C'est l'image de la propagande iranienne qui montre de quelle façon le porte-avions Lincoln qu'on vient de voir, eh bien le régime islamique d'Iran dit « nous sommes prêts » à le détruire. Alors, je ne sais pas ce que représentent exactement ces images un peu grandiloquentes, Général Richoux. Là, je pense qu'ils ne sont pas prêts à le détruire, très franchement. Ils découvrent l'IA. Ils découvrent l'intelligence artificielle. Il y a un effet de communication pour la population intérieure, mais je ne crois pas qu'ils aient les vecteurs qui puissent atteindre là où il est, l'Abraham Lincoln. Qu'est-ce qu'il représente sur la vidéo quand même, puisque vous l'évacuez, mais enfin... Une mire et avec... voilà, enfin, tout ça, c'est l'intelligence. Mais il y a quand même une interrogation sur l'arsenal balistique iranien. Les renseignements américains estiment qu'il leur resterait à peu près 2000 missiles, dont un missile hypersonique Fateh 1 qu'ils ont développé grâce à un échange de technologies avec la Chine. C'est quand même une portée théorique de 1400 km. La distance à vol d'oiseau Téhéran-Tel Aviv, c'est 1600 km. Et le général Richout, tout à l'heure, a rappelé que quand les Iraniens... C'est 4 fois la taille de l'Irak, c'est 92 millions d'habitants. Donc c'est, pardon pour l'expression, c'est un gros morceau. C'est un très gros morceau militaire. Et c'est pour ça que se dire que, comme disait Guillaume Roquette, en bombardant le QG des Mollahs, on résout l'affaire, ça c'est le rêve de Donald Trump. Il aimerait désespérément que Pete Hegseth lui dise on largue 12 GBU-57 là-dessus et les faire... Regardez l'image, ça c'est l'image faite pour impressionner. Oui. L'Iran a toujours fait peur, il faut le dire, parce qu'elle a aussi des moyens de proxy, de terrorisme, etc. Donc il ne faut pas prendre à la légère. Peut-être que vous pouvez sourire l'image en disant c'est de là, effectivement, c'est un peu de l'image artificielle pour eux. Mais rappelez-vous, elle a des moyens de rétorsion. Oui, mais l'Iran fait peur de façon indirecte. Elle fait peur par l'action terroriste, elle fait peur par l'appui qu'elle apporte à ses complices dans la région. Mais souvenez-vous, quand il y a eu des frappes israéliennes en Iran ou des frappes américaines en juin dernier, les Iraniens, militairement, n'ont pas été capables de riposter. Vous êtes avec nous, donc, Edouard Kukirman, vous êtes ancien officier israélien. Quand on voit les images du Lincoln et les contre-images iraniennes qui prétendent pouvoir le bombarder, en l'état de vos informations, quelle est l'importance du dispositif américain qui est en train d'enserrer l'Iran ? Le dispositif américain est très important. Je pense qu'en termes d'imagerie, de AI, les Iraniens font un bon travail, mais il faut se rappeler que pendant l'intervention israélienne, l'armée de l'air israélienne a intervenu sur l'ensemble de l'Iran sans être menacée. Tous les dispositifs sol-air ont été neutralisés. Et donc, je pense qu'avec l'armada qui a été déployée par l'armée américaine, plus en deuxième ligne le soutien éventuel israélien, on est dans une situation qui est nettement plus marquante que celle où, durant le mois de juin, l'armée israélienne a dû opérer quasiment seule, en tout cas pour les premiers jours de l'intervention, avant que les bombardiers américains viennent soutenir en deuxième ligne avec les bombardiers qui ont ciblé donc les infrastructures nucléaires iraniennes. Edouard Kukirman, vous êtes ancien porte-parole de Tsahal. Est-ce qu'il est vrai que le Mossad est très présent à Téhéran et donc vous renseigne, vous les Israéliens ? Le service de renseignement israélien est actif en Iran depuis de nombreuses années. Une opération comme l'opération des 12 jours qui a été menée par l'armée israélienne ne peut pas se faire sans un effort énorme qui a été déployé par le Mossad. Et effectivement, le Mossad a montré à quel point ils étaient capables d'être efficaces avec des cibles très précises. Il faut se rappeler qu'il y avait 12 chercheurs nucléaires qui ont été ciblés, qu'il y avait des dirigeants militaires qui ont été ciblés. Donc il y a une capacité d'analyse des menaces qui est réelle. Pour l'armée américaine, il y a une coopération qui est très forte avec l'armée israélienne. Il y a une coordination qui est extrêmement forte. Et je suis ravi que les Américains prennent l'initiative, parce qu'il est quand même un peu surprenant que seule l'armée israélienne a pris l'initiative dans le passé,
et que l'Europe, et la France en particulier, ne fassent rien pour neutraliser... Édouard Kuckerman, restez bien avec nous. On continue, on reste sur ces images. Les informations, dans quelques instants, on verra le flight radar qui montre que tout autour de l'Iran, alors c'est chaque nuit maintenant, mais tout autour de l'Iran, les avions civils s'écartent. Ben oui, flight radar le montre, c'est-à-dire que le ciel iranien devient de plus en plus vide, ce qui dure depuis un certain nombre de jours. On a eu effectivement, vous avez raison, KLM, Air France, ça a commencé vendredi soir, qui ont d'abord annulé des vols sur Dubaï, et aujourd'hui ça recommence. Il y a des annulations de vols. Les compagnies aériennes, voilà, le ciel est vide, veulent se protéger, bien évidemment. Elles n'ont pas envie, elles ne veulent pas prendre des risques. Qu'on comprenne bien, je crois qu'en cliquant sur les avions, on peut savoir de quel avion il s'agit. J'imagine c'est les lignes intérieures qui continuent à circuler un peu dans le ciel de la République islamique, mais tout ce qui est grand vol de ligne, vous le disiez, Air France, etc., plus personne n'ose, en tout cas de nuit, survoler l'Iran. Et surtout, ce que je relis, parce que je voyais mes petits SMS, on a vu Donald Trump publier la semaine dernière les échanges sur Telegram avec président Macron, et je relis, il a écrit « We can do great things on Iran », donc ça veut dire qu'on peut faire de belles choses en Iran. Tant mieux, en tout cas, qu'en off, Macron parle à Trump sur l'Iran, parce qu'effectivement, ça doit faire un consensus et il doit y avoir un mandat de l'ONU, parce qu'effectivement, l'ONU peut donner cette crédibilité d'attaquer, d'envahir le territoire iranien et qu'une bonne fois pour toutes, on en finisse. Mais ça veut aussi dire qu'il y a des grandes dissensions en Europe. On parlait de la guerre en Ukraine un peu plus tôt, on parle de celle-ci, mais sur l'Iran, ça doit faire un consensus global. Restons vraiment sur l'Armada, qu'on comprenne bien, Général. Quand on voit le flight radar, là, qu'est-ce qui est en train de se passer tout autour? C'est-à-dire, si les avions américains viennent frapper en Iran, d'où est-ce qu'ils proviendront? Vraisemblablement. Alors les avions proviendront, parce qu'il y a des avions à terre aussi, des bases du Moyen-Orient. Montrez là, ça voudrait où logiquement? Là, toutes les bases qui sont en Arabie Saoudite, et ça, Émirats Arabes Unis, etc. Enfin, ils en ont une bonne dizaine, je les ai pas comptés, mais qui sont dans le Golfe Arabo. Donc c'est essentiellement Arabie Saoudite. Voilà. Et là, vous avez une centaine d'avions facilement qui sont déjà basés là-bas, qui sont des chasseurs. Il y a des ravitailleurs également qui ont été dépêchés. Il y a des Galaxy qui sont des C-17 qui sont des avions ravitailleurs, des ravitailleurs de logistique qui apportent de la logistique, donc des munitions. Et puis ensuite vous avez, je crois qu'il y a 35 avions à bord au moins 35 avions à bord du Lincoln. Et le Lincoln, vraisemblablement, puisqu'il y a cette formule un peu ambiguë de Channel 13 qui dit près de l'Iran. Mais près de l'Iran, ça veut dire forcément par le Dubaï. Au sud donc là, encore dans l'océan Indien, mais loin pour être hors de portée, parce que justement la force, la faiblesse d'un porte-avions, c'est d'être assez mal défendu. Donc et par contre, il a une énorme allonge. Donc il va rester vraisemblablement très au large pour être hors des coups. C'est normal. Et n'oublions pas les B-2 de Diego Garcia qui peuvent aussi aller bombarder, comme ils l'ont fait la dernière fois. Aniva est plus concrète que vous, parce qu'Aniva, elle s'accroche à la carte. Et je salue là. Non, mais c'est vrai. Aniva, expliquez-nous exactement, puisqu'on a la carte. Non, mais là, la carte, Mélina, qui est votre chef d'édition, a fait une très belle carte. Mais effectivement, là, en plus, mon nom apparaît juste à l'endroit où, dans le sud, voilà, de l'Iran, dans l'eau, où devrait rester effectivement cette armada, bien sûr. Mais ça c'est la carte, disons, habituelle des derniers soirs. On va voir ce que ça va donner les jours suivants. Je ne pense pas effectivement que Donald Trump déplace tout cela pour rien. Il a peut-être été passablement, peut-être pas vexé, je ne sais pas, je ne le connais pas, comme M. Barbicha, mais du fait que tout le monde avait cru et espéré qu'il agisse, et il n'a pas agi, justement, parce que n'étaient pas prêts. Ce sont les Israéliens qui avaient fait part à Donald Trump de la possibilité d'attendre pour ne pas agir tout de suite, pour que justement, si l'Iran réagisse en guise de représailles, eh bien, tout le monde soit prêt. On est arrivé à ce moment-là aujourd'hui. Quelle sera la réaction de l'Iran? Regardez, on est au cœur de Téhéran, et par parenthèse, c'est pas Barbicha, c'est Barchicha. Pardon. Excusez-moi. 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 Non, mais on n'est pas en train de se battre. Hein. Voilà. Mais Barbicha, c'est très bien aussi. Moi, je m'appelle Rochebain, des fois Robchin. Regardez là. Regardez ça. Ça, c'est au centre de Téhéran. Le slogan « Qui sème le vent récolte la tempête ». Là aussi, le régime iranien en fait beaucoup dans le côté un peu... C'est surtout que la fresque vient d'apparaître. Donc ils ont été très prompts à réagir. Ils viennent de produire cette fresque qui est quand même gigantesque sur une des places centrales de Téhéran.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement, lorsque les Israéliens ont bombardé, lorsque les Américains ont bombardé, l'incapacité de riposte des Iraniens. Donc on peut penser qu'ils n'ont pas une énorme capacité, d'ailleurs même pas en chasse aérienne, parce qu'ils ont des vieux coucous qui datent, certains des F-14, et je ne sais même pas s'ils n'ont pas encore des F-4 de la guerre du Vietnam, qui ne sont pas en état effectivement d'interdire l'air aux Américains. Et les Américains ont des centaines de Tomahawk. Attention, n'oublions pas aussi, tous ces destroyers, c'est des centaines de Tomahawk qui peuvent balancer, je dirais, l'enfer sur l'Iran. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent, oui ou non, en un bombardement, dans une série de bombardements, paralyser tout l'armée iranienne? Oui ou non? C'est difficile, mais ils peuvent faire des coups. D'abord, faut taper sur les centres de transmission, c'est-à-dire paralyser leur capacité de commandement. Il faut paralyser leur défense antiaérienne si tant est qu'ils aient pu à peu près la reconstituer. Et puis ensuite, après, il peut y avoir des cibles politiques. Donc, ça c'est le choix du président de la République. On ne peut pas être à la place de Donald Trump sur ce coup-là. Et puis, il faut sans doute aussi, à la lumière de ce que les Américains ont fait au Venezuela, couper les réseaux de télécommunications de façon à pouvoir empêcher toute riposte des Iraniens, ce qu'avaient réussi à faire les Américains pour aller cueillir Maduro, qui était pourtant au milieu de la plus grande base militaire du pays. Est-ce qu'il y a un consensus? Vous nous avez rejoint, Amy Porter. Bonsoir. Bonsoir. On a toutes les États-Unis là, parce qu'on a les républicains et les démocrates. Est-ce que là-dessus, il y a un consensus que les démocrates seraient favorables aussi à ce qu'il y ait une intervention militaire américaine contre le régime des Mollahs? Alors, contrairement à mon petit collègue Isaac, qui fait partie d'une association en France qui parle au nom des Républicains, moi je représente officiellement le Parti démocrate aux États-Unis. J'ai un droit de réserve sur certains sujets, parce que nous avons des membres dans 190 pays. Donc je ne me prononcerai pas au nom du Parti démocrate. Non. Mais aux États-Unis, c'est pas prononcé là-dessus, le Parti démocrate? Qu'ils se prononcent ou pas, les démocrates à l'étranger ne se permettent pas de commenter les affaires internationales. Il laisse Obama le faire. Qui pourrait nier à la sécurité de nos membres qui habitent dans toutes ces zones de guerre. C'est important. Mais le Parti démocrate s'est prononcé ou pas? Non, bien sûr. Il est divisé sur cette question, comme sur quasiment toutes. D'ailleurs, il n'y a pas de consensus. Là où il y a consensus, si vous voulez, c'est que tout le monde veut que ce régime disparaisse. Mais dans la région, en fait, regardez l'attitude. En fait, ma théorie, elle ne vaut pas grand-chose, mais les Saoudiens, les Émiratis, les Omanais, les Qatariens et même les Israéliens veulent un Iran affaibli, mais ne veulent pas le chaos. Donc, alors certes, bombarder, cocher toutes les cases qu'il y aurait dans une banque de cibles, mais la raison pour laquelle le téléphone de Donald Trump a effectivement chauffé tout récemment, quand ces derniers que j'ai cités dans la région avaient l'impression qu'il allait intervenir, c'est parce qu'il craignait effectivement des représailles iraniennes, il craignait le chaos, il craignait un afflux de réfugiés, il craignait un scénario à l'irakienne qui soit encore pire que ce qui s'est déroulé à l'époque de la grande aventure, et je mets beaucoup de guillemets, américaine en Mésopotamie. Et en Irak. Et rappelons qu'au temps de l'Irak, les démocrates ont soutenu l'intervention qui était un crime d'agression. Et là, le Parti démocrate et le Parti républicain, les deux étaient ensemble pour soutenir et le mensonge et l'agression. Oui, mais là, il y avait des raisons qui touchaient les États-Unis. C'est complètement différent. Regardons bien ce qui pourrait être visé, c'est-à-dire le bunker de Khamenei, puisque c'est des suppositions que beaucoup dans la presse américaine relaient. Le président, le guide suprême, selon leur terminologie, le guide suprême Khamenei aurait été transféré dans un souterrain, où il serait terré en prévision d'une possible attaque américaine imminente. Vous êtes toujours avec nous, Edouard Kuckerman. Est-ce que les Israéliens avaient bombardé le souterrain de Nasrallah? Est-ce que de la même façon, ils pourraient viser le souterrain de Khamenei? Je pense que c'est un des objectifs de l'armée américaine, c'est d'abord de neutraliser les leaders du régime des Mollahs. Après, il y a évidemment les brigadiers de la Révolution et les forces militaires ou les infrastructures militaires. Mais le point qui a été mentionné sur le fait qu'Israël ne souhaite pas un renversement de régime, c'est faux. C'est l'objectif d'Israël, c'est l'objectif, à mon avis, des Américains, et c'est l'objectif de la plupart des pays
sunnites de la région. Je pense qu'ils ont assez souffert de ce régime iranien. Il ne faut pas oublier que l'Iran a financé à la fois le Hezbollah, le Hamas et toutes les organisations terroristes que vous connaissez. Donc, il y a juste une crainte, c'est que l'action ne soit pas suffisante. Mais pardon, Edouard Kukierman, soyez encore plus franc et direct. Est-ce que vous souhaitez la mort de Khamenei ou non? Oui. C'est lui qui a été... Celui qui a inspiré le régime des Mollahs depuis la mort de Khomeini, et que c'est lui qui a fait souffrir la population iranienne. Je pense que la grande majorité, plus de 80% des Iraniens, veulent se débarrasser de ce régime, et il est aberrant que ce soit seulement Israël et les États-Unis qui prennent des initiatives en la matière, et qu'aucun pays européen, ni la France, n'agissent. Vous faites réagir sur ce plateau, Edouard Kukierman, notamment Gallagher. Oui, mais je pense que c'est illustratif, j'en perds mon français, de la période. C'est-à-dire ce côté désinhibé. Oui, je souhaite la mort de Khamenei. Mais pourquoi ne pas le faire juger par un peuple, souverainement son peuple, qui le déposerait, tyran qu'il est, et qui le jugerait pour les crimes? On parle effectivement, le chiffre a été donné tout à l'heure, de 30 000 morts. Est-ce qu'il ne mérite pas justement ce peuple de la justice plutôt que et quand on voit ce qu'Israël effectivement a fait là dans la région et la manière, je veux dire, regardez Gaza aujourd'hui, se caler dans cette roue-là pour dire oui, on va aller tuer Khamenei, on va aller tuer je sais pas qui, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de traiter? C'est de l'ubris pour vous? C'est le risque du désordre dans la région? Non, c'est le désordre international, c'est la négation du droit international et c'est effectivement de l'ubris. Alors, attendez, laissez répondre. Attendez, l'un après l'autre. Laissez juste répondre Kukierman puisqu'il y a pris à partie. Oui, puis, j'entends que l'alternative qui est proposée, c'est de rien faire. C'est ce qu'a fait la France. C'est la dernière fois que la France a agi. C'était de permettre à Khomeini de venir installer son régime en Iran. Je pense que la France et l'Europe doivent également agir et qu'effectivement, c'est le peuple iranien qui souhaite ce renversement de régime. Nous, on ne peut que les soutenir parce que malheureusement, le peuple iranien n'a pas d'armes et ils attendent de la part de l'État américain et des forces israéliennes de les soutenir. Mais ils attendent également de l'Occident de soutenir cette révolution qui n'est soutenue par aucun pays occidentaux, sauf les États-Unis et Israël. Restons vraiment, s'il vous plaît, sur maintenant ce que peuvent faire militairement les Américains, puisqu'en réalité, là, on en est à ce stade-là, c'est l'action militaire des Américains. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire très exactement pour essayer d'étrangler ce régime? Alors, il y a l'hypothèse de tuer ou de prendre Khamenei, l'enlever, c'est très compliqué, j'imagine. Moi, je crois qu'avec la flotte, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ne feront pas tomber le régime avec une flotte et des avions. Ça peut être de l'intérieur, s'il y a la CIA, s'il y a le Mossad, s'il y a une force qui est organisée, qui permet de renverser le régime. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord quand même avec vous. Ça, j'y crois assez moyennement, en fait. Et quand on dit déposer, c'est comme si on disait pourquoi tuer Vladimir Poutine, son peuple pourra peut-être le déposer un jour et le juger. Et en fait, le risque est très grand quand même que ça n'arrive absolument jamais. Mais bien sûr, et la seule chose, et ce que je voudrais dire également, c'est qu'on parle du droit international, mais Israël est en guerre. Et en guerre, on a le droit de tuer le chef de l'armée adverse. Et puis Israël a des opérations. Il est vraiment en guerre. Israël est en guerre puisque l'Iran veut la mort d'Israël depuis le début, et donc les objectifs politiques sont légitimes en dehors, dans des opérations de guerre légitimes. Alors peut-être pas les États-Unis, vraisemblablement directement, mais Israël est fondé à vouloir la peau de Khamenei, à mon sens. Israël a des opérations bip bis cachées, déployables assez facilement en Iran. Guillaume. Oui, moi je crains que ce soit faire preuve d'une forme d'irénisme que d'espérer que les choses se règlent toutes seules. Voilà. L'ayatollah Khamenei n'est pas le général Franco, il ne va pas rendre le pouvoir à une alternative démocratique. Et donc je crois que si il n'y a pas d'action violente, le régime ne changera pas. Les peuples peuvent être violents, mais jusqu'à présent, les Iraniens qui essayent, autant qu'ils le peuvent, de déposer ce régime, ils sont accueillis à coups de balles, et il y aurait eu 30 000 morts dans les derniers événements. Donc, moi non plus, je ne souhaite pas la mort des gens, mais s'il faut la mort d'un pour que les massacres cessent, alors malheureusement, cet homme a pris ses responsabilités. De toute façon, je suis persuadé qu'il est convaincu qu'il ira là-haut dans une béatitude éternelle. Donc voilà, je dirais que c'est la guerre. Pourquoi l'attente de Trump, c'est-à-dire... On a compris qu'il doit masser des moyens militaires considérables, c'est fait, d'après ce qu'on a compris. Pourquoi est-ce qu'il y a quand même une forme d'hésitation, apparemment, ou d'attente? Mais parce qu'il n'y a pas de solution évidente pour venir à bout de ce régime. Et quand on connaît Trump, le danger est grand qu'il y ait une frappe et qu'ils disent c'est fait.
Bon. Et voilà. Et donc, on l'a vu avec les frappes nucléaires, et puis que ça s'arrête là, et que le régime des Mollahs soit toujours en place, et que ça n'aille pas plus loin, voilà. Écoutez, moi, j'ai couvert 2 guerres dans lesquelles étaient impliqués les États-Unis. C'est la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak. 2 guerres qui ont duré assez longtemps. On voit bien comment elles ont terminé, d'un côté comme de l'autre. Les talibans sont de retour en Afghanistan, et en Irak, la situation n'est pas simple. Donc, moi, je souhaite dire clairement que je ne désire la mort de personne. Jamais, quiconque, je ne désire la mort de personne. Et oui, j'ai envie de le dire, tout simplement. Que j'ai rarement vu les États-Unis parvenir à un changement de régime. Le régime change, c'est pas leur fort. Donc, mais je n'ai pas, comme d'autres sur ce plateau ou sur d'autres plateaux, je ne vise personne, de solution. Parce que ce n'est pas mon rôle d'avoir des solutions. Il est possible, en réponse à votre question, savoir pourquoi est-ce que Donald Trump est en train d'attendre qu'il y ait des négociations qui soient en cours et qui fassent que Khamenei soit non pas capturé mais livré ou exfiltré sous la pression effectivement extrêmement menaçante de cette armada qui désormais est positionnée et qu'il faut coupler avec toutes les bases dans la région. Je rappelle qu'à Al-Udeid, la plus grande base américaine dans la région, donc le QG de ce qu'on appelle le CENTCOM au Qatar, c'est 11 000 hommes stationnés de manière permanente avec énormément de matériel. Vous avez la 5e flotte au Bahreïn, vous avez des Américains à Incirlik en Turquie, vous en avez 3 000 au Koweït. Vous avez quand même énormément de monde et énormément de moyens dans la région. Et on sait qu'il y a eu, dans un passé tout récent, des échanges via Oman, qui joue l'intermédiation entre les Américains et les Iraniens. On sait également que le canal entre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et Steve Witkoff est ouvert. Il y a peut-être également une part de négociation dans tout cela. Et pour